Allez, on va faire aujourd'hui le cours de l'occlusion intestinale. Donc, c'est un cours du troisième trimestre du module de la physiopathologie. Donc, avant de savoir la définition de l'occlusion intestinale, donc il faut savoir que le transit intestinal normal, il est défini par le péristaltisme intestinal. Tout simplement, le péristaltisme, cela veut dire que les anses intestinales bougent le plus normalement possible. Donc, il y a un mouvement des anses intestinales, plus, plus une lumière intestinale perméable, non bouchée. Donc, on dit elle est libre. Je répète, le transit intestinal normal chez le patient, bien chez le sujet normal, il est défini par deux paramètres. Le péristaltisme, donc, les intestins bougent le plus normalement possible. Et la lumière intestinale, elle n'est pas bouchée, elle est libre. Donc, lorsque il y a un obstacle du péristaltisme, donc les onces ne bougent pas bien, ou bien la lumière, elle est obstruée, elle est bouchée, donc cela va définir l'occlusion intestinale. Donc, c'est quoi l'occlusion intestinale, tout simplement? C'est un arrêt complet et persistant du transit des matières et des gaz au niveau d'un segment intestinal. Donc, on aura un arrêt complet des matières. Pourquoi cet arrêt complet des matières et du gaz? Et bien, tout simplement, soit il y a une absence du péristaltisme intestinal, donc un obstacle du péristaltisme intestinal, ou bien la lumière, elle est obstruée. Voilà. Donc, les conséquences sont dites complexes et bien sûr, l'évolution, elle est dite fatale, bien sûr, selon le siège. Il faut savoir que les occlusions intestinales représentent 10% des motifs de consultation des douleurs abdominales. Donc, lorsque le patient vient euh, pour consulter, donc il dit que je souffre d'une douleur abdominale. Donc, il faut penser à l'occlusion intestinale. Donc, elle représente 10% des motifs de consultation. Bien sûr, on dit que les occlusions intestinales du grêle, de l'intestin grêle, sont 3 à 4 fois plus fréquentes que le côlon, ben, tout simplement parce que l'intestin grêle, il est plus long. Allez, on passe maintenant aux étiologies et les différents types de l'occlusion. On aura trois types. Occlusion dynamique, occlusion mécanique simple et occlusion mécanique par strangulation. On commence par l'occlusion mécanique. Lorsqu'on parle de la mécanique, c'est tout simplement la mobilité, les mouvements. Donc, c'est quoi l'obstacle? Il est situé au niveau de quoi? Au niveau de quel paramètre? C'est tout simplement le péristaltisme. Donc, l'occlusion dynamique, c'est tout simplement, on aura un obstacle, un problème, une anomalie au niveau du fonctionnement, au niveau de la dynamique, au niveau de péristaltisme intestinal. Donc, l'occlusion intestinale, bien l'occlusion dynamique, c'est tout simplement une altération de la motricité, une altération du péristaltisme intestinal. Donc, comme résultat, bien comme résultat de cette occlusion dynamique, donc on aura quoi? On aura une paralysie réversible. Donc, puisque les onces ne bougent pas bien, donc on aura une paralysie qui est dite réversible. Bien sûr, pour les causes de cette occlusion dynamique, donc on aura les occlusions par réflexe, par exemple, on aura une péritonite, c'est tout simplement l'infection du péritoine. Donc la péritonite euh, peut provoquer une occlusion de type dynamique. Par exemple, on aura un hématome rétropéritonéal ou bien un traumatisme abdominal, par exemple le fracture du rachis, etc., etc., ou bien une lithiase urétrale, bien sûr. L'urètre, il est calcul et il présente des calculs. Voilà. Donc, ces différentes causes, on a dit ces différentes causes par réflexe, vont nous donner une occlusion spasmodique. Donc, spasmodique, cela veut dire elle vient et à part. Donc, une occlusion spasmodique réflexe, parce que tout simplement la cause elle est de type réflexe, avec contracture d'un segment intestinal, c'est l'ileus paralytique. Voilà, donc on aura une paralysie au niveau intestinal, au niveau d'un segment intestinal, donc l'ileus paralytique. La deuxième cause, c'est tout simplement par
ischémie artérielle ou veineuse. Donc, par exemple, le patient, les onces plutôt intestinales sont mal irriguées, sont mal drainées, donc on aura des ischémies artérielles ou bien veineuses. Donc, on dit que ce type de cause, c'est l'ischémie artérielle ou veineuse, peut provoquer des occlusions intestinales de type dynamique. La troisième cause, c'est tout simplement par des causes métaboliques. Par exemple, lorsque le, le- le patient présente une hypokaliémie ou bien des hypomagnésémies. Donc, on sait que le calcium et le magnésium jouent un rôle primordial dans la contraction des muscles et on sait que l'intestin est composé, plutôt le tube digestif entier, il est composé de 5 couches. Parmi ces 5 couches, on aura la musculeuse. Donc la couche musculeuse, c'est la couche responsable des contractions au niveau de l'intestin, par exemple, donc au niveau du tube digestif en général, donc l'intestin. Donc on aura tout simplement un arrêt des mouvements intestinaux, donc c'est un arrêt du péristaltisme, etc., etc. Par exemple, le patient, lorsqu'il présente une acidose, même il présente une acidose, donc ils peuvent avoir une paralysie, bien sûr, par atonie. Parmi d'autres causes, c'est des causes métaboliques, on aura l'utilisation de certains médicaments. Et les maladies sont dites générales, par exemple le diabète, l'hypotonie, le porphyrie, ben, tout simplement le terme porphyrie, c'est tout simplement un déficit d'une enzyme intervient dans la biosynthèse de l'âme, la sclérodermie, etc., etc. Donc, on peut avoir des troubles métaboliques qui vont influencer sur le péristaltisme intestinal. Donc, ils vont nous donner des occlusions paralytiques par atonie et distension des onces. Donc, le terme atonie, c'est tout simplement le relâchement, donc le perdu tonus musculaire des onces intestinales. Donc, on aura la distension, le relâchement des onces intestinales, ça va nous provoquer des occlusions dynamiques. Allez, on passe maintenant aux occlusions euh, mécaniques. Euh, Puisqu'on a terminé les occlusions dynamiques, on va parler maintenant des occlusions mécaniques. Donc, lorsqu'on parle des occlusions mécaniques, soit simples, soit par strangulation, donc on parle d'un obstacle qui est dit organique. Et lorsqu'on parle de l'obstacle organique, c'est tout simplement obstruction de la lumière intestinale. Donc, elle est fréquente, elle présente à peu près 80 jusqu'à 95% des occlusions intestinales. Donc, il faut faire attention. Donc, les occlusions mécaniques, tout simplement, elles touchent l'organe, donc les intestins qui sont bouchés. Donc, on aura les occlusions mécaniques qui sont dites simples et les occlusions intestinales par strangulation. On passe maintenant par simple. Donc, on aura les occlusions intestinales qui sont dites simples. Donc, par exemple, on aura un corps étranger. Je vous demande de voir la schéma qui est présenté en A, en fichier Word. Donc, par exemple, on aura un corps étranger, par exemple l'ascaris. Donc, l'apparition est plutôt la présence d'un ascaris euh, au niveau de la lumière intestinale, ou bien on aura des calculs biliaires au niveau de la lumière intestinale, au niveau du duodénum, ou bien le jejunum, ou bien l'ilion. Donc, on aura une occlusion mécanique simple parce que tout simplement, la lumière, elle est bouchée, elle est obstruée. La deuxième cause, c'est la présence d'un tumeur. Donc, on aura une tumeur euh, au niveau de la lumière intestinale, ou bien la grossesse. Donc, au cours de la grossesse, on aura une compression extrinsèque. Donc, la tumeur et la grossesse peut provoquer une compression extrinsèque. Donc, ça va nous permettre plutôt, ça va nous orienter vers une occlusion mécanique. Par exemple, l'autre cause, c'est tout simplement les processus inflammatoires, infectieux et tumoraux. Donc, on aura épaississement de la paroi intestinale. Donc, l'épaississement de la paroi intestinale, ça va réduire le calibre de la lumière. Donc, on aura même l'obstruction intestinale de type mécanique simple. Donc, lorsqu'on parle de mécanique simple, il faut penser au corps étranger, tumeur, grossesse et même les processus inflammatoires, infections et tumorales responsables de l'épaississement de la paroi intestinale. C'est bon. Maintenant, on va parler de l'occlusion mécanique par strangulation. Donc, lorsqu'on parle du terme strangulation, stranguler, c'est tout simplement les vaisseaux sanguins sont bouchés. Donc, on aura l'apparition d'une ischémie, puis le stade final qui est la nécrose des os.
Donc, on aura une boule, bien sûr, de l'anse sous la peau. Donc, le signe clinique majeur de cette occlusion mécanique par strangulation, c'est l'apparition d'une boule de l'anse. Donc, l'anse est sous la peau. Donc, vous pensez à une occlusion mécanique de type strangulation. Donc, je répète, strangulation. On aura les vaisseaux sanguins qui sont bouchés. On aura une ischémie au niveau des anses. On aura le stade final qui est la nécrose des anses. Bien sûr, pour le mécanique, l'occlusion mécanique par strangulation, on aura trois étiologies. Soit l'invagination d'un segment intestinal, donc un segment de l'intestin qui est invaginé. Voilà, donc je vous conseille de voir l'image C. Donc, soit une invagination d'un segment intestinal, soit un étranglement annulaire. Donc, l'étranglement annulaire, donc, vous voyez l'image E. Donc, par exemple, euh, c'est tout simplement hernie, donc la présence d'une hernie au niveau, euh, au niveau de la cuisse. Voilà. Donc, une partie de l'intestin qui est dirigée vers, bien sûr, le membre inférieur. Donc, l'étranglement annulaire on dit c'est un passage d'un os à travers un anneau ou bien un hiatus. Donc, c'est à travers un- une ouverture qui est dite étroite. Voilà. Donc, attention. Il faut faire attention. Je répète, l'étranglement annulaire, c'est tout simplement veut dire le passage d'un os à travers un anneau ou bien un hiatus. Le troisième type, c'est tout simplement la torsion ou bien la déformation d'une ou plusieurs anses intestinales autour de leur axe. Donc, on sait que les anses intestinales ont un axe spécial, ont un axe caractéristique. Lorsqu'un os ou bien plusieurs anses vont déformer, vont diriger, vont orienter vers, bien sûr, contre, par exemple, la lumière, plutôt contre la lumière, plutôt contre l'axe de l'intestin. Donc, on aura l'apparition d'une occlusion mécanique par strangulation. Donc, je vous invite à voir l'image D. Voilà, donc l'image D nous montre le volvulus. Donc, volvulus, tout simplement, c'est tout simplement un os intestinal qui va, euh, qui va déformer, qui va pas suivre un trajet normal de l'intestin. Donc, on aura l'apparition d'un volvulus du côlon. Allez, on continue. Puisqu'on a terminé les étiologies, les mécanismes des types de l'occlusion, on parle maintenant des conséquences et la clinique. On aura trois types d'occlusion. Soit lorsqu'elle touche par exemple le duodénum, le jejunum, je veux dire la partie haute de l'intestin, donc on dit c'est une occlusion haute. Lorsqu'elle touche par exemple le jejunum, et bien sûr, le côlon, on dit c'est une occlusion intestinale qui est dite bas. Et lorsqu'elle est de type de strangulation, donc l'obstacle, il se situe au niveau des vaisseaux sanguins, donc on aura une ischémie, puis une nécrose, donc on aura le troisième type, c'est tout simplement euh, l'occlusion par strangulation. Allez, on commence par l'occlusion haute, donc elle est définie par une occlusion qui concerne le duodénum et le premier anse du jejunum. Bien sûr, on dit que le liquide gastrique riche en chlore sous forme de NaCl, le KCl et le HCl. Ben, tout simplement, pourquoi le liquide gastrique est riche en chlorure? Et ben, tout simplement parce que il n'y aura pas le passage du chyme gastrique, il n'y aura pas le passage des aliments parce qu'il y a une occlusion de type haute. Donc on dit que les différents aliments vont rester au niveau de la lumière de l'estomac. Donc au niveau de la lumière de l'estomac, c'est pour ça que la lumière, le liquide gastrique, il est riche en différents ions. Parmi eux, c'est le chlorure. Bien sûr, on aura des vomissements précoces plutôt et abondants. Pourquoi des vomissements précoces et abondants? Parce que tout simplement, les différents aliments sont concentrés au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, donc elle ne suit pas le trajet normal. Normalement, elle va vers l'intestin, puis on aura la réabsorption des différents aliments et l'élimination de la matière fécale, puisque la physiologie normale digestive ne se voit pas, donc on aura des vomissements. Donc le cœur
plutôt le corps, plutôt l'estomac ne peut pas supporter ne peut pas ne peut pas supporter ces aliments qui sont restés au niveau de l'estomac. Donc on dit que ce sont des vomissements précoces et abondants. Et donc on va perdre les différentes électrolytes. Donc le vomissement va provoquer une perte des différentes électrolytes. Donc on aura l'apparition d'une hypochlorémie, donc le chlorure au niveau, la concentration du chlore au niveau du sang, elle est diminuée, une hyponatrémie encore, et bien sûr une hypocalémie. Donc on aura une hypo des différents ions que le, le, le corps a les besoins, donc au niveau plasmatique. Bien sûr, l'apparition d'une alcalose métabolique. Mais tout simplement, pourquoi on aura l'apparition d'une alcalose métabolique? Parce que tout simplement, on a une hypo une hypochlorémie. Donc, par exemple, on aura une hypochlorémie. Donc, l'hypochlorémie, même l'hypocalémie, peut provoquer, bien sûr, une alcalose métabolique. Donc, voilà. Et bien sûr, on aura bien sûr, la distension abdominale et la stase intestinale, elle est moins importante. Donc, parce que tout simplement, la localisation de l'occlusion, elle est haute. Donc, on n'aura pas une distension abdominale. Donc, le patient ne peut pas, plutôt, il peut présenter des distensions abdominales, mais d'une importance moins que les occlusions de type bas. Donc, on dit que les distensions plus la stase intestinale, elle est dite moins importante que là-bas. Allez, on va parler de l'occlusion de type bas. Donc, elle touche essentiellement l'iléon et le côlon. Donc, on aura l'accumulation de gaz. Donc, on aura l'accumulation de gaz provient bien sûr par l'air dégluti par le sujet. Donc, on aura l'air qui se présente au niveau de l'ilion et le côlon. Donc, on aura l'accumulation du gaz au niveau de l'ilion et le côlon. Bien sûr, la fermentation des bactéries, elle peut bien sûr, c'est un signe d'une accumulation de gaz. Donc, la fermentation bactérienne peut provoquer une accumulation de gaz au niveau euh, iléal ou bien colique, et même la diffusion du gaz du sang vers la lumière intestinale, c'est le troisième cause de l'accumulation des gaz au niveau du côlon bien l'ilion. Et bien sûr, même on aura l'accumulation du liquide en amont, donc en amont, je veux dire en avant de l'obstacle. Bien sûr, il faut savoir que la perméabilité capillaire, l'augmentation de la perméabilité capillaire, puis on aura l'arrêt du transit, ça va nous provoquer l'accumulation du liquide en amont de l'obstacle. C'est tout simplement, on aura une distension, elle est dite importante. Donc, dans les occlusions intestinales hautes, la distension plus la stase, elles sont moins importantes, mais la distension en amont, plutôt la distension abdominale, euh, la distension abdominale euh, dans les occlusions bas, donc ils sont importantes. Même la stase intestinale, elle est importante parce que tout simplement, euh, bien sûr, en amont veut dire en avant, donc avant l'obstacle, parce que tout simplement, l'occlusion, elle est bas. Donc le côlon et l'iléon qui sont obstrués, donc l'occlusion, ça va toucher, et plutôt la distension, elle touche la partie haute de l'intestin. Donc on aura la distension abdominale et intestinale, bien sûr, elle est importante dans le cas où il y a une occlusion bas. Donc, je répète, on a dit que l'occlusion bas, elle touche l'ilion et le côlon. Bien sûr, l'accumulation des différents gaz au niveau de la lumière intestinale provient de l'air dégluti par le sujet, la fermentation des bactéries intestinales et même la diffusion des gaz dessous du sang vers la lumière, bien sûr. Donc, on aura ces trois paramètres vont nous provoquer une accumulation des gaz et même de liquides. Donc, les liquides proviennent d'où? Ben, tout simplement, on aura une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc, la perméabilité capillaire, l'augmentation de la perméabilité capillaire, ça va stimuler le transport, plutôt le transport du plasma des différentes capillaires vers l'interstitium, puis de l'interstitium vers la lumière intestinale. Donc, on aura euh, le plasma va se présenter au niveau de la lumière.
Donc, on aura arrêt de transit, donc c'est cette accumulation de, 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 de plasma au niveau de la lumière intestinale, au niveau de l'ilion et le côlon va provoquer un arrêt de transit. Donc, on aura le liquide, il va s'accumuler, donc l'arrêt de transit, donc ce liquide qui est normalement digéré et réabsorbé et absorbé au niveau intestinal, puis élimination au niveau du côlon. Donc normalement, ce liquide va s'accumuler. Voilà. Et bien sûr, on aura des distensions abdominales et intestinales qui sont dites importantes, bien sûr, parce que tout simplement l'obstacle se situe en bas. Donc tout ce qui est en haut, en amont, en avant, il est touché. Allez, on continue avec les complications. Les complications. Donc, on aura des complications comme un gêne de respiration, c'est tout simplement le gêne de diaphragme. Donc, le diaphragme présente des obstacles. On aura une perte des troubles hydroélectriques, donc il faut demander un FNS. Donc, des troubles hydroélectriques, tout simplement par réduction de l'absorption des différents ions, essentiellement le Na+, le K+, et les Cl-. On aura des atonies intestinales. Bien sûr, l'atonie intestinale, c'est simplement à cause de la distension abdominale. Donc, on a dit atonie, c'est tout simplement, plutôt, l'atonie intestinale, elle apparaît parce qu'il y a des troubles métaboliques. Donc, vous pouvez revoir l'occlusion dynamique. Donc, on a fait dans l'introduction. Donc, voilà. L'atonie intestinale, c'est à cause des troubles métaboliques. On aura une hyperpression ou bien une hypertension intra-intestinale. Bien sûr, elle est diminuée par des vomissements et l'augmentation du calibre intestinal. Donc, la pression au niveau des intestins, elle va diminuer par les vomissements, bien sûr, lorsque le patient vomit, et même l'augmentation du calibre intestinal du patient. Donc, par exemple, si vous allez bien sûr augmenter, je ne sais pas quelle technique vous allez utiliser, mais en général, on dit que l'augmentation du calibre intestinal, de la lumière intestinale, va soulager le patient, va atténuer cette hyperpression. Et même cette pression va éclater, va écraser les vaisseaux, bien sûr. On aura comme signe clinique de l'écrasement des vaisseaux, c'est une stase veineuse, tout simplement des œdèmes. Pourquoi des œdèmes? C'est tout simplement parce que le plasma va, va à partir des différents vaisseaux vers l'interstitium. Donc on aura l'apparition des œdèmes. Et même on aura l'anoxie locale. Pourquoi l'anoxie locale? Ben, tout simplement euh, parce que le patient présente une hyperperméabilité capillaire. On a déjà parlé de ça. Hyperperméabilité capillaire. Donc, le plasma va partir des différents vaisseaux vers l'interstitium. Donc, une ischémie, voilà. Plutôt une anoxie locale, une anoxie intestinale. Puis, on aura le dernier stade qui est l'ischémie. Donc, le patient peut présenter jusqu'à des nécroses. Donc, je répète, gêne de diaphragme, réduction de l'absorption de différents ions. Donc, c'est un trouble métabolique. Donc, atonie intestinale, ça va provoquer un atonie intestinale, une hyperpression intestinale, donc elle est atténuée par les vomissements, augmentation du calibre intestinal, écrasement des vaisseaux, donc on aura une stase veineuse, puis un désœdème, une anoxie locale, puis une ischémie des onces intestinales. Et maintenant, on va parler bien sûr du troisième type de l'occlusion, c'est par strangulation. Donc on aura la strangulation, bien sûr, on aura l'altération de la circulation veineuse, donc les veins qui sont atteints. Bien sûr, la conservation du flux artériel, donc on dit que le flux artériel, il est normal. Donc, puisque les veins sont altérés, sont atteintes, donc on aura l'accumulation du sang au niveau des vaisseaux, bien sûr, une distension des vaisseaux capillaires, donc une hyperperméabilité capillaire. Ça va stimuler la rupture des différents vaisseaux, puis le perte de sang. Donc on aura le perte de sang. Et d'un autre côté, donc le perte de sang au niveau des vaisseaux. Puis on aura, puisque le sang il est, euh, il est sorti au niveau du vaisseau, il est sorti
des différents vaisseaux, donc on aura des nécroses, bien sûr, parce que tout simplement, avant d'arriver au stade de nécrose, on aura une anoxie, puis une ischémie, puis une nécrose. Donc anoxie, c'est tout simplement l'absence de l'oxygène au niveau de cette partie, au niveau local. Puis des ischémies, c'est tout simplement la mort. Avant la mort, l'ischémie, c'est tout simplement une partie qui est mal euh, irriguée, mal irriguée, voilà. Puis le dernier stade, c'est la nécrose, c'est tout simplement la mort cellulaire. Puis on aura bien sûr, puisque le patient présente une nécrose intestinale, donc on aura des proliférations microbiennes, donc les microbes vont se proliférer. Ça va nous provoquer comme clinique une fièvre, une déshydratation. Bien sûr, les douleurs abdominales sont présentées, bien sûr, chez les occlusions en général. On a parlé de ça déjà en définition de l'occlusion. Donc les vomissements sont de type fécaloïde lorsque le patient présente des occlusions de type haute. Et bien sûr, arrêt de transit et la distension abdominale, elle est importante, bien sûr, chez le sujet bas. Et bien sûr, on aura des troubles respiratoires, une tachycardie, une hypotension artérielle. Bien sûr, la tachycardie va tout simplement essayer de corriger l'hypotension et même l'apparition d'un choc hypovolémique, il peut nous conduire vers la mort. Et merci.